Bienvenue, et bonjour et bienvenue. Et ben, je suis tout à fait impressionnée par cette assemblée nombreuse et choisie, je dirais, parce que j'étais ravie des profils qui se sont inscrits à ce séminaire. Donc c'est un séminaire nouveau, donc on va essuyer les plâtres, noter tout ce qu'on a oublié, tout ce qui ne va pas pour cette première séance. J'espère que nous pourrons, je tiendrai cet objectif, faire à partir de septembre un séminaire à peu près tous les 2 mois ou toutes les 6 semaines sur des thèmes variés, puisque nous montons ces séances de travail en marge d'un projet financé par la région Île-de-France qui s'appelle Passerelle de mémoire et qui a pour objectif d'aider ou de fédérer, de faire se rencontrer, de pouvoir renseigner les porteurs de projets de collecte de mémoire. Donc nous avons pour objectif de monter une plateforme qui est déjà en cours de construction, une plateforme de ressources pédagogiques en ligne, ressources vidéo, mais aussi des ressources audio, mais aussi des ressources à lire, des documents et des exemples. Je ne parle pas de MOOC parce que ce n'est pas à proprement parler un MOOC dans la mesure où ce n'est pas actuellement une formation certifiante que nous envisageons. Mais ça tendra vers si Dieu lui prête vie à ce projet. Et donc il s'agira d'aborder toutes les étapes des collectes de mémoire, de la conception du projet jusqu'à la valorisation et jusqu'à l'archivage, en essayant d'aborder tous les points juridiques, techniques, mais aussi d'animation, de constitution d'équipe, de matériel, de réflexion aussi sur la construction de ces projets. Donc, certaines personnes qui interviennent aujourd'hui font partie de l'équipe qui constitue des contenus également, parce que je constituais au fur et à mesure des rencontres des équipes en fonction de nos disciplines, de nos spécialités, de nos savoir-faire et de nos expériences. Et nous nous adressons dans cette plateforme à un public qui finalement est représenté ici, c'est-à-dire à la fois à des enseignants-chercheurs ou des jeunes chercheurs qui souhaiteraient s'initier à ce type de constitution de documents oraux, mais aussi aux archivistes qui sont souvent familiarisés avec les archives orales et qui peuvent venir aussi travailler sur des aspects connexes, aux associations, aux particuliers qui souhaitent constituer des archives, par exemple familiales, aux animateurs socioculturels, aux artistes qui font des œuvres, bref, à toute cette gamme d'activités qui peuvent se constituer à partir de témoignages enregistrés, qui sont aujourd'hui très, à la fois innovants, très multiples, et qui en même temps ont des points communs qui sont de partir de matières premières enregistrées. Donc FabMem sera donc l'occasion d'aborder les séminaires ici, seront l'occasion d'aborder ces thématiques d'une façon plus scientifique, en se posant la question qui est un peu la question centrale de ma réflexion et qui a fait que je me suis lancée dans ce projet de passerelle de mémoire, qui est que le numérique, puisque nous sommes ici, je suis dans un laboratoire de sciences de l'information, le DICEP, le dispositif d'information et de communication à l'ère numérique. L'idée, c'est que le numérique et la vidéo numérique et l'enregistrement numérique vont peut-être être l'occasion d'un moment de rupture dans les collectes archivorales, collectes de mémoire, avec des outils qui permettent une intégration pour la valorisation en ligne, évidemment des matériels qui sont apparemment faciles à utiliser, mais qui néanmoins sont tout à fait cachent des pièges, et des problématiques d'archivage également posées par le numérique. Donc, on a ici la possibilité pour des particuliers, pour des individus, pour des entre guillemets, amateurs, mais dans le sens noble du terme, de prendre en main, je dirais de A à Z, la constitution d'une mémoire, et également de la mettre à disposition, de la publier, de la mettre en valeur, de la donner à voir. Et il me semble que là, on est sur un moment un peu original, où on peut se passer de beaucoup de médiateurs, de beaucoup de spécialistes, et c'est la question que nous allons nous poser tout au long de ces séminaires et de ce projet passerelle.
j'arrête mon introduction pour laisser la parole tout d'abord à Rémi Besson, je te laisse te présenter ensuite, et puis ensuite à Roselyne Rampian, que je laisserai également se présenter avant son intervention. Chaque intervenant a 40 minutes. Je propose que vous notiez les questions et qu'ensuite on passe à des questions et à un débat général et à des questions plus libres dans la salle. Bon, je vais commencer sans plus tarder. Effectivement, en me présentant, ce qui me permettra en même temps d'introduire un petit peu mon propos, puisque c'est à la fois une communication au sens classique que je vais vous présenter, en même temps un retour sur expérience, sur mes deux principaux champs d'études de jeunes chercheurs. D'un côté, ma thèse, donc master et thèse que j'ai menée entre 2006 et 2012 sur la mise en récit du film Shoah de Claude Lanzmann, à l'école des études en sciences sociales en histoire, sous la direction de Christian Delage, et sur un premier postdoctorat, donc de 2012 à 2014, au Centre de recherche sur l'intermédialité à l'Université de Montréal, qui avait pour objectif la création d'une archive en ligne dans le cadre d'un projet international appelé Archiver à l'époque du numérique. Et donc cette archive portait sur le fond d'une troupe de théâtre qui s'appelait du nom de sa principale metteur en scène, Dora Wasserman, donc qui était un théâtre, qui est toujours un théâtre yiddishophone à Montréal. Donc je vais aborder quelques-uns des thèmes que Claire a mentionné dans son introduction, la question des rapports entre histoire et mémoire évidemment, le témoignage, les entretiens, et in fine, là on se rejoint complètement sur l'idée des modes de médiation du passé et de ce que le film et aujourd'hui le numérique change à ces modes de médiation. Donc une double perspective, comme vous l'aurez compris. D'abord une recherche historienne sur un corpus d'images, dans ce cas-là des entretiens, qui avait été réalisé entre 1975 et 1979, et une recherche non moins historienne, mais cette fois basée sur la sollicitation d'entretiens pour créer un mode de médiation sur le passé en ligne. Donc un projet qui est plus de l'ordre de la public history. Donc si je vais comme ça enchaîner ces deux projets, devoir de modestie, il s'agira en aucune manière de dresser un parallèle entre un des films qui est certainement les plus connus et le plus travaillé et apprécié sur la question du témoignage, et une somme toute modeste expérience menée dans le cadre d'un postdoctorat. Cependant, cette démarche me semble intéressante, car il y a des questions évidemment qui courent de l'une à l'autre, d'une approche en termes d'analyse à une approche plus centrée sur la réalisation. Et donc ça me semblait aussi intéressant de lier les deux dans le cadre de ce séminaire, et au regard aussi de la diversité assez impressionnante des personnes, enfin, des personnes qui composent cette audience-là. Donc je vais essayer à la fois d'être transversal et comme ça de passer de l'un à l'autre, donc et d'être assez pointu, je l'espère, dans chaque domaine. Donc surtout, n'hésitez pas, soit pendant, soit peut-être effectivement après, à m'arrêter s'il y a des choses où soit j'étais trop pointu, trop précis, ou alors au contraire, vous avez l'impression que je survolais un petit peu le thème. Je pourrais rentrer plus en détail dans le sujet. Donc avant de commencer, juste, je voulais vous demander qui connaît Shoah dans la salle. Est-ce que c'est à peu près tout le monde, ou est-ce que vous avez besoin que je vais peut-être refaire quand même un topo très rapide, et puis vous montrer aussi un court extrait qui n'est pas forcément un des extraits les plus connus du film, mais au contraire un extrait
qui est plutôt représentative du film. Donc Shoah, je vous redonne quand même quelques éléments. Hein. Donc c'est un film qui porte sur le génocide des Juifs, et plus précisément sur la mise à mort des Juifs dans les camps d'extermination par le gaz en un lieu fixe entre décembre 1941 et janvier 1945. Donc c'est une réduction comme ça du champ de l'étude au moment strict de la mise à mort. Alors que les historiens vont plutôt étudier un temps plus long qui commence en 1933 et qui va jusqu'à 1945, des premières vexations jusqu'à la mise à mort. Donc là, on a un film qui est centré sur cette dernière étape, pour reprendre le titre d'un autre film, et qui a pour originalité formelle, principale originalité formelle, c'est pas la seule, hein, mais d'être constitué uniquement d'entretiens ou dans tous les cas d'images contemporaines du tournage, c'est-à-dire un choix pendant les 9h30 que le film dure de n'être que sur des images tournées en 1975 et 1979, le film sortant en salle en 1985. Donc vous avez aussi un gap, une période là entre les deux, entre septembre 1979 et avril 1985, moment où le film sort en salle, qui est assez long et qui n'a pas été un arrêt, signifié un arrêt dans le projet, mais qui a été le temps qu'il a fallu pour monter ce film, puisque la collecte d'entretien avait été menée sans scénario préalablement défini. Alors, évidemment, il y avait des éléments de cohérence dans la manière de mener les entretiens, des thèmes qui avaient été pensés, des questions transversales, etc. etc. La monteuse, Ziva Postek, et le réalisateur avaient déjà travaillé ensemble de cette manière-là, donc ils ne se sont pas comme ça lancés dans le vide, mais il a fallu quand même constituer un récit une fois le tournage arrêté. Alors je vous passe l'extrait, et puis après je vais réduire la focale, et en fait je vais aborder juste trois éléments dans l'ensemble de ces recherches sur ce film. J'espère que le son va fonctionner. By the end of February, a rumor was spread by the Nazis that the family transport will be moved to a place called Heidelberg. The first move was to separate the first family transport from the second family transport by transferring them overnight into the quarantine camp B2A, where I was registered. So I could now speak with those people directly. I talked to Freddy specifically, and I told him about the possibility that the transport has been, his transport, the family transport of the Czechs, has been transferred to the quarantine camp because of the possibility of them being predestined to be cast on the March 7th. He asked me if I know that for sure. And I said, I do not know it for sure, but it is a serious possibility because there is no record of any train going away from Auschwitz. And usually the... Je vais arrêter. C'était juste pour vous donner vous rappeler un petit peu la manière dont le film est construit. Donc, tout à l'heure, j'ai commencé à dire, voilà, c'est un film uniquement constitué d'entretiens. Vous voyez déjà là que c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a des entretiens et en même temps, ces entretiens sont montés en parallèle d'autres types de plans qui ont eux aussi été tournés par l'équipe du film, mais qui ne sont pas de l'ordre strictement de l'entretien, qui sont plus ce qu'on appelle des vues tournées en extérieur, et dans ce cas-là, dans le camp d'Auschwitz. Donc les trois axes complémentaires que je vais aborder, c'est la question du rôle des dispositifs filmiques, la fonction du montage des entretiens
et le rapport entre transparence et opacité du média. Alors j'ai choisi ces trois thèmes parce qu'ils me semblent pouvoir être communs à un projet cinématographique tel que celui de Shoah et à des projets universitaires tels que celui que j'ai eu la chance de mener par la suite. Donc on va revenir là-dessus, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter de manière rapide le contexte de la réalisation de Shoah. Et donc pour rester strictement dans le thème de ce séminaire, j'ai choisi d'axer cette présentation sur la question de l'historicité des témoignages. Donc sur ce point, et vous m'excuserez d'être un peu caricatural, il y a deux vues, deux pôles extrêmes qui s'opposent. Le premier pose que le témoignage dit la vérité sur le passé, car il est capable d'en rendre compte de manière directe. Dans cette acception, il y a l'idée d'un saut qualitatif permis par le témoignage vis-à-vis de l'écrit de l'historien. Donc on est dans un degré moindre de médiation et donc on est plus proche de la réalité de ce qui s'est passé. La deuxième perspective, c'est l'idée que le témoin se trompe constamment car il oublie et car sa mémoire est transformée parce qu'il a appris a posteriori. Et donc, au saut qualitatif du premier point, s'oppose l'idée d'une perte qualitative vis-à-vis notamment des documents contemporains des événements. Donc cette perte, elle est liée notamment au caractère subjectif du témoignage, et donc là, on a l'impression d'avoir un accès moins direct au passé que celui qui est permis par les historiens qui travaillent sur les historiens, mais pas seulement, hein, sur les chercheurs qui travaillent à partir de documents qui sont contemporains des faits. Donc dans le premier cas, on est dans un paradigme qui est celui du recueil respectueux du souvenir, et dans le deuxième cas, un modèle qui est celui de la confrontation ou de la vérification. De manière toujours un peu caricaturale, hein, le premier type est associé aux entreprises mémorielles et le second aux recherches en sciences humaines et sociales. Donc vous avez là un résumé à très grands traits des polémiques et débats historiographiques qui ont animé la France durant les années 80-90 autour des rapports entre histoire et mémoire. Donc heureusement, il existe une multitude de postures intermédiaires. Et la posture adoptée, en règle générale par les réalisateurs, est souvent donc, dans cette entre-deux. Alors ce rapport au témoignage, il varie notamment en fonction de deux critères. Le premier, c'est la distance temporelle entre l'événement et le témoignage. Le second, c'est la connaissance que nous avons de l'événement au moment de l'entretien. Alors évidemment, hein, je pourrais multiplier les critères, mais là j'en retiens deux pour la facilité de mon exposé. Donc à partir de ça, on peut revenir sur la réalisation de Shoah. Qu'est-ce qu'il en est au moment où Lanzmann débute ce projet, en 1973. Alors le premier réflexe des historiens, c'est donc début du projet en 73, hein, même si les premiers tournages sont en 75, il y a toute une phase de recherche préliminaire. Donc le premier réflexe, c'est de se dire que cela fait déjà, à l'échelle d'une vie, très longtemps que l'événement est passé, puisque ça fait environ une trentaine d'années, un petit peu moins d'une trentaine d'années. Dans le même temps, lors de la sortie du film, en 85, il y a une impression d'une radicale nouveauté du propos dans l'espace public français. Donc il y a à la fois une prise de conscience de ce qu'a été le génocide des Juifs et une prise de conscience de l'importance de la parole des acteurs de l'histoire, comme si d'un coup on se rendait compte qu'on ne les avait jamais entendus. Alors cette impression, elle est à la fois cette impression de nouveauté, hein, elle est à la fois incontestable et elle peut en même temps être historicisée. Donc là, je vais prendre, pour pas être trop long, un seul exemple, qui est celui du, au singulier, ou des témoignages de Mikhail Potchelnik,
donc qui est l'un des seuls juifs ayant survécu du camp d'extermination de Rennes. Donc ce dernier s'est évadé de ce camp, donc ça a été le premier camp, hein, j'essaie de ne pas rentrer dans les détails de l'histoire, mais voilà, ça a été le premier camp de mise à mort systématique des Juifs en Pologne, qui a débuté en décembre 1941. Et donc lui, il s'est évadé avec un autre juif persécuté, membre des Sonderkommando, en tout début de l'année 1942. Donc ce qui est important, ce qui est à retenir, c'est qu'il a témoigné auprès d'un rabbin dans le temps même de l'événement. Et que ce témoignage a été conservé après la guerre. Il a témoigné aussi dès 1945 auprès de la commission polonaise chargée d'établir ce qui s'était passé à Rennes. Et de la même manière, on a conservé, ce témoignage a été conservé. Il a témoigné, et donc on ne voit pas très bien, mais c'est l'image que vous avez en haut lors du procès Eichmann en 1961. Et donc, quand Lanzmann le sollicite et quand donc, l'équipe du film va tourner avec lui pendant toute une journée en 78-79, il a déjà témoigné 3 fois. Donc d'un point de vue factuel, l'histoire de Potchefstroom et le rôle de Potchefstroom dans l'histoire sont donc déjà connus. Donc comme je vous l'ai dit, les transcriptions des entretiens ont été conservées et les enregistrements filmés du procès Eichmann. Les échanges avec Claude Lanzmann ne viennent donc changer les choses qu'à la marge pour ce qui est de la connaissance du passé et de la biographie de l'acteur de l'histoire. Cependant, aucun de ces témoignages n'est connu du grand public. Il est donc possible de dire, dans le même temps, que cet entretien n'apporte rien de nouveau et qu'il nous apprend tout sur ce qui s'est passé à Rennes. Tout dépend du point de vue adopté. Notons ici que l'impression de nouveauté est liée au fait que les spécialistes du sujet, donc du génocide des Juifs, en France, sont très peu nombreux, donc là je parle de 1985, et que de plus, la plupart de ces historiens travaillent à cette période sur des documents, écrits, contemporains des faits, et donc le témoignage est plutôt marginal dans leur recherche. On pourra aussi revenir là-dessus si vous le souhaitez. Ce qui est intéressant du point de vue des propos de Potchefstroom, c'est que son témoignage ne varie que très peu entre 1942 et donc 1978. Oui, peut-être quelque chose que j'ai pas suffisamment présenté, c'est le fait donc que l'ensemble des rushs, c'est-à-dire tous les plans qui ont été tournés par Lanzmann entre 1975 et 1979, sont actuellement conservés au musée de l'Holocauste à Washington. Donc il a donné les rushs 16 mm. D'un côté, donc la piste son et les bandes d'images, et qui a un travail qui est à peu près terminé maintenant, et qui a commencé donc en 2005-2006, de numérisation de l'ensemble de ces rushs, et donc qui sont maintenant pour la plupart accessibles sur le site de ce musée et donc de son archive. Et donc, entre 42 et 78-79, il y a très peu de choses qui varient dans son témoignage. De plus, les questions qui lui sont posées, ou les sujets sur lesquels portent ces questions, sont très souvent les mêmes. Elle porte sur le temps court de son expérience de Sonderkommando, donc à Rennes, où il est resté une quinzaine de jours, enfin moins d'un mois dans tous les cas, sur donc les lieux qu'il a vus, les gestes qu'il a faits, les acteurs de l'histoire qu'il a côtoyés, puis sur l'événement que constitue son évasion et les conditions de sa survie. Donc là, j'insiste aussi très fortement sur l'exceptionnalité du cas, puisque c'est la seule évasion réussie de Rennes. Ce qui change vraiment avec Lanzmann,
c'est donc moins le contenu verbal de l'entretien que le dispositif adopté. Donc le dispositif, dans ce cas-là, le dispositif filmique, je vous mets ici une citation de Mouloud Boukala dans un ouvrage qui s'appelle « Dispositif cinématographique, un processus pour penser, repenser l'anthropologie ». Donc il dit les dispositifs filmiques sont avant tout des manières d'être ensemble, ou des gestes, des interactions, des négociations, s'inscrivent dans un ici et maintenant, dont il est impossible de penser par avance le résultat. Donc le dispositif qui est mis en place ici, il est différent de celui des témoignages, des premiers témoignages de Poczębnik, que ce soit pendant la guerre, que ce soit auprès de la commission polonaise, que ce soit lors du procès Eichmann. Et il est aussi différent de ceux qui sont mis en place lors des collectes d'entretien qui ont lieu à la même période, ou un peu après le début du projet de Shoah. Donc je pense ici à la manière de faire des chercheurs de Yale dans le cadre de la constitution du Fonds Fortunoff, à partir de 1970. Donc dans ce projet, le modèle est celui du récit, avec une intervention minimum de l'intervieweur, un plan globalement chronologique, une caméra frontale, un plan fixe et un arrière-plan le plus neutre possible. Ou tout du moins pensé comme étant le plus neutre possible. Donc, les conditions de l'entretien et le rôle de l'équipe sont pensés pour valoriser celui qui parle. Le procureur du procès est lui à la recherche, donc là j'entre un tout petit peu dans le contenu des échanges. Donc là on a parlé un petit peu de la mise en scène des dispositifs filmiques. Là j'aborde quelques instants, vraiment quelques secondes, la question des échanges verbaux et des questions notamment. Hein. Le procureur, lors du procès Eichmann, était à la recherche d'éléments factuels. Il interrompait à plusieurs reprises, recadrait le témoin, donc Poczębnik, quand il souhaitait s'exprimer à propos de sa biographie ou présenter son point de vue. Lanzmann cherche moins les faits qu'une description précise, et donc il veut qu'il revive, hein, c'est un terme qu'il a utilisé dans Lanzmann à plusieurs reprises, le passé face à la caméra. Et ça se traduit aussi par des dispositifs plus variés et plus travaillés que ceux mis en place lors des collectes d'histoire orale telles que celle de Yale. Donc il y a une prise en compte et une réflexion sur le contexte de l'entretien, sur la posture corporelle de l'interviewé, sur ses gestes, sur ses intonations, sur ses regards, etc. Et donc il y a mise en place d'un dispositif filmique qui est assumé en tant que tel. Lanzmann a ainsi expliqué que pendant l'ensemble du processus de réalisation, il n'a pas cessé d'avoir des idées en cinéma, des idées de mise en scène. Et donc cependant, ce dispositif filmique, et pareil, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, hein, mais il ne dépend pas que de l'équipe du film, il est aussi évidemment le résultat d'un accord avec celui qui est interviewé. Et donc il y a des dispositifs qui vont très loin dans la mise en scène, jusqu'à être proche de la reconstitution, du reenactment, c'est pas véritablement reconstitution, hein, le terme. Mais disons de refaire des gestes qui ont été faits dans le passé, et d'autres dans lesquels on est sur une impression de neutralité, donc assez proche du modèle de l'histoire orale. Et donc là, j'entre pas dans les détails, mais donc dans le Shoah, vous avez trois grands types d'acteurs de l'histoire qui s'expriment, des juifs persécutés, principalement des membres des Sonderkommando, des témoins polonais, et aussi des Allemands persécuteurs. Et donc,
un certain nombre de ceux-ci ont été filmés en caméra cachée. Donc là, vous voyez qu'on est dans le degré minimum de l'accord du témoin par rapport au dispositif filmique. Et pour autant, il y a un dispositif filmique qui, y compris dans ces cas-là, est assumé et est très présent à l'image. Donc là, je vous ai mis simplement trois grands types d'entretiens qu'on peut repérer dans le Shoah. Donc l'impression de neutralité, la mise en scène par le choix du lieu. Donc dans ce cas-là, le lieu est signifiant, mais pas forcément les gestes. Et puis toute une série d'entretiens où ce sont le lieu, les gestes et les paroles des protagonistes qui sont adaptés pour le film. Donc là, c'est bon, on voit vraiment pas grand-chose, hein, mais c'est l'exemple du chauffeur de train polonais qui a accepté de conduire à nouveau une locomotive aux abords du camp de Treblinka, tel qu'il le faisait en 1942-43. Quelques autres exemples, la ligne d'en haut, c'est Gertrude Schneider, donc, qui est aussi une survivante. Dans un premier entretien avec Lanzmann, elle était comme ça dans une position très active et elle aussi ayant travaillé sur la mémoire de ce qui s'était passé pendant la mémoire et l'histoire. Elle a écrit un livre sur ce qui s'est passé pendant le génocide. Elle était dans un rapport de lutte pour l'expertise sur le sujet avec Lanzmann. Et donc petit à petit, dans le processus du film, Lanzmann a changé les conditions de réalisation de l'entretien. Et finalement, à la fin, elle se trouve en train de coudre. Et Lanzmann a demandé à sa mère d'être également présent à ses côtés. Et donc on la voit dans une posture à la fois physique et de transmission de connaissances qui est complètement différente de celle qu'elle adoptait au départ. Et pour ceux qui ont bien le film en tête, en fait dans le film, elle ne fait que chanter, enfin c'est ce qui est conservé du témoignage, c'est une chanson avec sa mère perdant, on le voit dans l'entretien original, très fortement la mémoire, et donc la mémoire de la mère revient en fait qu'au moment où elle chante des chansons avec sa fille, et donc c'est ce dispositif-là que Lanzmann a conservé dans le film. L'autre exemple, c'est certainement le plus connu, c'est Abraham Bomba dans le salon de coiffure. Donc là, pour vous dire qu'on refait les gestes et en même temps, ce n'est pas les mêmes gestes qui sont refaits, donc on n'est pas dans quelque chose qui serait de l'ordre du trait littéral, mais avec beaucoup plus de distance. Donc Abraham Bomba coupait les cheveux des femmes dans le sas qui menait aux chambres à gaz de Treblinka, et il est filmé dans un salon de coiffure en Israël, dans un salon de coiffure pour hommes. Et il prend énormément de temps pour faire cette coiffure, hein, puisque l'entretien a été filmé pendant de très longues minutes, alors que, évidemment, avant les chambres à gaz, tout ça se passait extrêmement rapidement. Et ce que vous voyez en bas, c'est plutôt le cas des témoins polonais, où là, notamment, ils sont filmés devant une maison dans un petit village de Pologne, maison qui était une maison juive au préalable. Et donc là, la mise en scène et le dispositif filmique ne passent pas par le fait de demander aux témoins de faire tel ou tel geste, mais simplement par le fait qu'ils se trouvent dans un lieu significatif. De la même manière, on a ici un autre témoin polonais qui est filmé devant des trains arrêtés à une gare non loin d'un ancien camp d'extermination. Et donc voilà, il y a tout un tas de dispositifs filmiques qui sont pensés là pour montrer la présence du passé dans le film. Donc pareil, je vais très vite pour en discuter. Donc de nombreux paramètres sont à prendre en compte, comme la place de la caméra, la distance entre le corps filmant et le corps filmé, l'agencement du lieu, le choix des gestes et des mouvements de celui qui témoigne.
Donc jusqu'à maintenant, j'ai ici présenté un modèle qui semble une sorte de... qu'on pourrait interpréter comme une opposition entre ce qui a lieu dans les sciences humaines et sociales et les principes à la base de la réalisation d'un film. Cependant, les choses sont plus compliquées. Comme le dit Réjeanne, alors attendez, parce que en fait c'est une citation, c'est Colette Piot citée par Réjeanne Amus-Vallée dans un article tout récent, c'est de 2015, c'est sorti il y a quelques semaines, je vous le fais passer si ça vous intéresse. Donc dans un article intitulé « Un film d'entretien est-il un film ?», qui porte sur la pratique de la sociologie visuelle, et donc sur des sociologues qui font des entretiens filmés et qui en font des films. Elle explique, et donc là la citation n'est pas d'elle, mais tout l'ensemble de l'article va dans ce sens, il faut faire un film quand on a besoin d'images. Elle présente ensuite comment les sociologues sont amenés à créer des dispositifs lors des entretiens qu'ils filment. Donc ces questions, on est amené à se les poser, nous aussi, là je parle en tant que chercheur. Et donc la première de ces questions, c'est pourquoi filmer en fait, pourquoi filmer un entretien. Et il y a quelques années, c'était complexe et coûteux, donc c'était rare. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple et moins coûteux, et du coup, ça devient presque automatique. Pour autant, il n'y a rien d'évident dans le fait de filmer un entretien. Et c'est un point qui est souvent rappelé par les historiennes d'ailleurs, qui travaillent avec des sources orales, notamment Agnès Calu ou Florence Descamps. Alors, la réponse stratégique qu'on avait trouvée dans le cadre du projet archivé à l'époque du numérique, elle a consisté à mener 3 types différents d'entretiens. Donc si je parle de réponse stratégique, c'est bien pour insister sur le fait qu'il n'y a là rien de généralisable, d'une solution qui serait applicable, mais simplement ce que nous, confrontés à ces questions, nous avons. Alors, dans un premier temps, on a mené un entretien, donc c'était avec les acteurs de cette troupe de théâtre, Yiddishophone montréalais, qui s'avéraient aussi être ceux qui avaient constitué la première version du fonds d'archives. Donc ils avaient un double statut comme ça, d'acteurs de l'histoire et d'archivistes amateurs. Donc dans un premier temps, on a mené avec eux, avec chacun d'entre eux, un entretien biographique, sonore et individuel. Deuxièmement, un entretien toujours sonore, toujours individuel, avec la même personne sur un corpus de documents. Donc d'abord biographique, ensuite sur des documents. Dans un troisième temps, sur le même corpus de documents et avec les personnes ayant participé aux 2 premières phases, des entretiens filmés. Donc la question demeure, pourquoi réaliser ce 3e type d'entretien? Donc c'était moins pour obtenir de nouvelles informations que pour capter les relations entre les protagonistes. Donc cette fois, ils n'étaient plus seuls, mais à 2 ou 3, et pour enregistrer la manière dont ils manipulaient les documents. Parce que donc l'archive était à la fois constituée de ces entretiens sonores filmés et de la numérisation et d'un travail archivistique sur les documents réunis dans le fond. Donc il y avait, ce qui nous intéressait de travailler avec ces entretiens filmés, c'est tout ce qui passait par leurs attitudes, leurs regards, leurs silences, leurs gestes, les interactions entre intervieweurs et interviewés, ainsi qu'entre les interviewés entre eux. Donc là, pareil, je vais vous passer vraiment juste 1 minute de l'entretien, juste pour que vous ayez un petit peu l'idée de ce à quoi ça ressemble, et aussi vous dire que ces entretiens, vous voyez, je ne les mets même pas en plein écran, ils ne sont pas pensés pour être diffusés justement... Ils ne sont pas pensés pour être diffusés comme un film dans une salle sous ce dispositif-là, mais pour être vu directement sur la plateforme, donc entouré de l'ensemble des métadonnées et des documents.
with difficulty, great difficulties. Right. People were bringing in their photographs. We had thousands of photographs. I mean, of all sizes and descriptions. And The little photos Oh, that my people took, goodness. you know, that people's spouses or just took. And then the large one, but these little things, So thousands of it's them. already years that we are working on it, and now we have it really down pat, thanks to Pearl, because she did a lot of work, especially over the last year, and I wasn't physically able to come as often, and she really organized it beautifully, Thank you, Leah. beautifully. So we are going to continue to every last photograph, every last person in the photograph is identified for posterity. So you rearranged all of the pictures. Do you remember if those four were part of a series or a special box or? Yes, well, it is in it Sage's account in the S-box, the S-box, in folders. Voilà, j'essaie de pas être trop long, hein. C'est toujours frustrant de couper. J'en viens à présent, et ça va être plus rapide, à mon second point, donc la question du montage. Donc il est le plus souvent entendu en sciences humaines et sociales qu'il faut donner à voir, à entendre in extenso tout ce qui a été tourné. Cela correspond bien souvent à des entretiens de 6 ou 7 heures au minimum, qui seront, donc là je reste sur le modèle du fonds Fortunoff, uniquement vus par les quelques spécialistes du sujet. Donc pour les entretiens que j'ai consultés, je pense qu'on est une cinquantaine au grand maximum. À l'opposé, au cinéma, le montage est très soigné. Donc Lanzmann et Ziva Postek, la monteuse, ont passé plus de 5 ans, comme je vous l'ai dit, sur le montage de Shoah. Il a fallu, à partir des entretiens, trouver une structure d'ensemble au film. Ceci donc n'était pas donné en 1979. Il a fallu ensuite trouver une cohérence interne à des séquences organisées à la fois de manière chronologique et thématique. Et enfin, le son de chaque prise de parole a été travaillé. Donc lors de ma thèse, j'ai effectué une comparaison exhaustive entre le son des entretiens originaux et celui entendu dans le film. Il en ressort que des propos ont été coupés et d'autres déplacés. L'objectif a été de couper des redondances, d'éviter de partager des propos factuellement erronés ou de faire correspondre le propos de l'interviewé avec la narration du film. Donc là, je vais simplement, d'un point de vue technique, vous prendre quelques exemples. Celui-ci, c'est Jan Piwonski. Donc, vous avez ici la transcription, c'est pas très important que vous ne puissiez pas la lire, mais ici, ce qui est entendu dans le film. Donc, vers la fin mars 1942, on a fait venir ici des groupes assez importants de juifs, entre 50 et 100 personnes. Plusieurs trains sont arrivés avec des éléments de baraque, des poteaux, avec des barbelés, avec des briques, et on a commencé la construction proprement dite du camp, etc. Ce qui est intéressant, c'est que si on compare donc ça c'est la transcription littérale de l'entretien original, et globalement elles sont très fidèles. Il y a quelques petits problèmes, mais c'était du très bon travail. Vers la fin 1942, après il y a une coupe, un petit passage qui est coupé. On a fait venir ici des groupes assez importants de juifs. Ensuite, il y a une coupe plus importante. Et donc, pour l'instant, on reste dans l'ordre chronologique de l'entretien original. Mais après, 4e, 5e partie, on n'est pas forcément dans le sens de l'entretien de départ. Et donc là, vous avez un exemple où tout de même, on peut faire cette comparaison parce que toutes les parties du montage sonore sont issues globalement du même moment de l'entretien original. Alors évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Donc mon second exemple, je vais très vite, hein, c'est celui du début de l'entretien
avec Jan Karski, donc j'ai consacré un article dans Études photographiques à ce sujet-là si ça vous intéresse. Mais ça permet de voir vraiment quel est là le principe du montage de l'ensemble du film. Là, vous êtes obligé de me faire confiance, mais voilà, c'est comme ça que l'ensemble du film a été monté. Vous avez des plans sur lesquels on voit Jan Karski, des plans qui correspondent aux vues que je vous ai montré tout à l'heure aussi dans l'extrait, et depuis de nouveau des vues qui sont tournées lors de l'entretien. Alors, globalement, quand c'est l'acteur de l'histoire qui est visible à l'écran, eh ben, le son est synchrone, donc là il n'y a pas beaucoup de mystère. Alors ils ont quand même des fois travaillé un petit peu à la limite, mais c'est ça le modèle général. Par contre, la fonction des vues est justement de permettre le montage du son et donc d'extraits qui sont soit proches dans l'entretien original, soit qui peuvent être très éloignés. Donc là, je vous ai recopié en haut donc c'est en anglais l'entretien original, mais ce que Karski dit, et donc vous avez des numéros qui correspondent chaque numéro correspond à un moment de l'entretien original. Donc on a là, c'est pas comme ça dans tout le film, mais on a là une extrême fragmentation du propos, une extrême recomposition du propos. Donc là, c'est simplement pour ce passage qui est celui de la vue. Et y compris si on va plus dans le détail, le passage numéro 3, entre la résistance polonaise et le gouvernement en exil, vous voyez que c'est « between the Polish underground and the Polish government in exile », et donc qui a, y compris au sein de ça, des l'objectif, il y a plusieurs objectifs, plusieurs éléments qui expliquent ces choix. Notamment, la plupart des marques de solidarité des Polonais envers les Juifs ont été coupées au montage, mais aussi la volonté de la création d'une mise en récit. Et notamment cette mise en récit, et pourquoi, par exemple, l'aide des Juifs, les mentions d'aide ont été coupées, c'est parce qu'il y a la construction tout au long du film de cette idée de la solitude des Juifs face à leur mise à mort. Et donc c'est, à mon avis, quelque chose, cette mise en récit, qui est moins à dénoncer un petit peu sur le mode du « Ah, vous voyez, c'est pas bien, ils ont monté... bah oui, évidemment, ils ont monté, sinon ils n'auraient pas passé 5 ans et demi à faire un film, à monter le film, 12 ans à faire le film dans son ensemble. Mais par contre, il faut essayer de comprendre les raisons qui ont guidé ce montage. Donc, pour en rester à notre propos, ce qui est intéressant, c'est que globalement, quand vous regardez le film, en 85 quand il passe en salle ou en 87 à la télévision, vous ne pouvez pas savoir tout le travail qui a été fait en termes de montage. Et donc là, je crois qu'il y a une différence qui est très importante vis-à-vis du travail mené par les chercheurs en sciences sociales, ou qui du moins peut être très importante parce que parfois les chercheurs font la même chose. Donc je ne crois pas qu'il s'agisse de proscrire le montage quand on est chercheur, sur l'idée qu'il faudrait tout donner, tout le temps tout donner à voir, mais par contre que celui-ci doit être précisément documenté dans un fichier ou un ensemble de fichiers, un ensemble de données qui sont associés à la capsule audiovisuelle qui est montée. Donc c'est ça que nous avons essayé de faire dans le cadre du projet Archiver à l'époque du numérique, dont je vous ai montré un très court extrait tout à l'heure. C'est à partir d'entretiens filmés qui duraient de 1 à 2 heures, de monter des capsules qui durent de 5 à 12-13 minutes. Sur le site, celles-ci sont systématiquement associées à un fichier PDF sur lequel toutes les coupes sont indiquées. La raison de la coupe est aussi notée, avec un protocole. De plus, les effets de transition et où le travail sur la qualité du son est indiqué. On a aussi reporté cette petite mention à chaque fois.
L'image devient ainsi documentaire pour l'usager du site à partir du moment où elle est documentée. Enfin, un chercheur intéressé par l'intégralité de l'entretien peut en faire la demande auprès de l'équipe. Donc évidemment, on maintient l'accès à l'entièreté du document. Le dernier point que je souhaite aborder, et donc là je vais aller très très vite, est lié aux deux premiers, et donc c'est le rapport entre transparence et opacité. Donc le film de Lanzmann est perçu comme une forme transparente. Cela est lié aussi bien au processus de réalisation qu'à la réception du film dans l'espace public. En effet, le montage tel qu'il a été conçu visait à s'effacer et à être invisible. Il s'agissait de donner l'impression que les acteurs de l'histoire s'adressaient directement aux spectateurs. Donc là, je vous indique un peu la référence de cette notion de transparence. L'existence de dispositifs filmiques apparaissait comme évidente, elle était revendiquée dans le film, mais pas le travail de montage. Certains critiques sont même allés jusqu'à parler d'un bout à bout suivant l'ordre du tournage. Donc évidemment, tout le monde n'a pas eu cette interprétation. Cela s'explique en partie aussi par le fait que le modèle interprétatif dominant dans l'espace public, quand il est question d'entretien, est celui de l'histoire orale. Il est présupposé que l'entretien n'a pas été coupé ni mis en récit par une équipe. Donc lors du projet archivé, nous avons pris le contre-pied de ce modèle afin d'insister sur la dimension créatrice de chacun des gestes posés par les membres de l'équipe. Pour rendre compte du caractère culturellement construit des entretiens, nous avons notamment mené d'autres entretiens sonores avec les membres de l'équipe que nous avons partagés sur le site. Une cartographie temporelle, donc c'est l'image que je vous ai montrée très, très rapidement, a aussi été conçue afin de mettre en valeur les différentes étapes du projet. Ainsi, en lieu et place d'un effacement de la création d'une forme, d'une forme de transparence, nous avons voulu insister sur les choix effectués, soit sur le caractère opaque du médium. Ce qui va jusqu'à une sorte de forme de revendication d'une hyper-médialité. Et donc ce modèle était, nous a semblé adapté à un projet en sciences sociales, sans évidemment que ce soit forcément le seul modèle, simplement c'était une expérimentation d'essayer d'aller jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire dans ce type de démarche. Pour conclure, en une minute, il me semble que les formats émergents sur le web, et donc là on revient à l'introduction, depuis une quinzaine d'années, qu'il s'agisse d'archives en ligne, de sites documentaires, de web documentaires, de documentaires interactifs, de frises chronologiques, de cartographie dynamique, en somme tout ce qui a trait à la visualisation des données, permet cela bien plus que le cinéma. Imaginez un instant un film durant lequel vous devriez expliquer à la fois les conditions de production et les choix de montage. C'est possible, mais c'est extrêmement difficile. Par contre, créer des interfaces dédiées, intégrant un entretien monté et des éléments permettant aux usagers qui le souhaitent, pas forcément tous, une interprétation réflexive, cela est relativement facile d'un point de vue technique. Donc voilà ce que j'ai essayé de vous présenter aujourd'hui autour de ces deux cas, à la fois d'analyse et d'expérimentation formelle. Bon.